Je m'appelle Cathy Callahan. J'ai 33 ans. Et jusqu'à ce vol de retour de New York, je croyais que la pire chose que mon père m'avait cachée était sa déception que j'ai choisi la comptabilité médico-légale au lieu de rejoindre sa fondation médicale. La femme à côté de moi m'a observé pendant presque tout le vol. Elle ne m'a jamais fixé assez longtemps pour que je la confronte, mais chaque fois que je me tournais vers la fenêtre, je sentais son attention revenir sur mon visage. Alors que nous descendions, elle s'est penchée et a demandé « Votre père est-il Peter Callahan ?» J'ai hoché la tête. Elle a sorti une photographie décolorée de son sac à main et a chuchoté « Je vous ai enfin trouvé ». Puis, elle m'a montré la date. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était le jour de ma naissance, 33 ans plus tôt. Mais le nouveau-né sur la photo portait un bracelet d'hôpital portant l'inscription bébé Foster. En dessous, dans une écriture que je reconnaissais sur chaque carte d'anniversaire que mon père avait signée, se trouvaient 3 mots « Catherine est avec nous ». Elle a pressé une enveloppe scellée dans ma main. Votre père pensait que ceci avait disparu avec les dossiers de la maternité. Elle a dit que ce n'était pas le cas. Avant que je ne puisse demander qui était la mère du bébé, elle m'a averti de ne pas l'appeler, de ne pas lui montrer la photographie et de ne faire confiance à personne qui prétendrait que l'enfant était mort. Les roues ont touché la piste autour de nous. Les passagers ont attrapé leur téléphone pendant que le mien vibrait dans mon sac. L'appelant était mon père. D'une manière ou d'une autre, avant même que je n'ai quitté l'avion, il savait qu'elle m'avait trouvé. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que j'ai ouvert cette enveloppe, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment. D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. J'ai laissé l'appel sonner dans le vide. La femme à côté de moi n'a pas demandé pourquoi. Elle a seulement regardé l'écran s'éteindre et a dit « C'est la décision la plus intelligente que vous ayez prise aujourd'hui ». Une fois que nous sommes entrés dans le terminal, elle s'est présentée comme Nancy Mercé, une infirmière de maternité à la retraite de l'hôpital St. Matthews, l'endroit indiqué sur mon acte de naissance. Elle a dit qu'elle avait passé 3 décennies à essayer de prouver ce qui s'était passé pendant un service de nuit en 1993. Mais chaque plainte avait disparu, chaque demande de dossier avait été refusée, et chaque témoin avait finalement décidé que le silence était plus sûr. Elle m'avait trouvé uniquement parce que la fondation Callahan avait publié une photographie du gala d'anniversaire de mon père 2 semaines plus tôt. Vous avez ses yeux, a dit Nancy. C'est comme ça que j'ai su. J'ai demandé de quels yeux elle parlait, mais elle a pointé l'enveloppe du doigt à la place. Lisez-la dans un endroit privé. Faites des copies avant de parler à qui que ce soit. Puis elle s'est éloignée avant que je ne puisse l'arrêter, disparaissant dans la foule comme si elle s'était entraînée à laisser les gens avec des questions insupportables. Mon père a appelé 3 fois de plus pendant que je conduisais vers le vieux chalet de mes grands-parents à l'extérieur d'Asheville, en Caroline du Nord. Il avait hérité de la propriété après que mon grand-père a déménagé dans une résidence assistée, mais il s'y rendait rarement, ce qui en faisait la chose la plus proche d'un terrain neutre pour moi. L'enveloppe reposait sur le siège passager comme une accusation. À un feu rouge, j'ai remarqué que le rabat avait été renforcé avec du ruban adhésif transparent et que quelqu'un avait écrit un numéro dans le coin, 17. À l'intérieur du chalet, j'ai verrouillé la porte, fermé les rideaux et étalé le contenu sur la table à manger. Il y avait une photocopie d'un registre de maternité, un chèque annulé de $25 000, une note manuscrite signée par une infirmière nommée Laura Whitman, et une deuxième photographie du même nouveau-né. Le registre de maternité listait 2 accouchements à 14 minutes d'intervalle. Sarah Callahan, bébé de sexe féminin, n'a pas survécu. Emily Foster, bébé de sexe féminin, stable. Pourtant, mon acte de naissance officiel nommait Sarah et Peter Callahan comme mes parents et indiquait leur enregistré à côté de l'enfant d'Emily Foster. Pendant plusieurs minutes, je n'ai pas pu faire bouger mes mains. Les faits semblaient impossibles, mais les chiffres avaient toujours été le seul langage en lequel j'avais confiance. Les heures, les signatures, les comptes, les dates de transfert. Chaque élément soutenait le suivant. Le chèque annulé avait été tiré du compte privé de mon grand-père et payé à un avocat de l'hôpital 2 jours après ma naissance. Sur la ligne de mémo se trouvaient les mots correction des dossiers. J'ai tout photographié, téléchargé les images dans 2 dossiers cryptés et envoyé une copie par courrier électronique à un compte dont mon père ignorait l'existence. Ce n'est qu'à ce moment-là que je l'ai rappelé. Il a répondu à la première sonnerie. Où es-tu? Pas de bonjour, pas de es-tu en sécurité, juste où.
Pourquoi m'as-tu appelé avant que l'avion n'atteigne la porte d'embarquement, ai-je demandé. Une pause. Puis sa voix s'est adoucie pour prendre le ton calme et paternel qui avait intimidé les médecins, les donateurs et les membres de la famille d'aussi loin que je me souvienne. Une femme confuse a contacté mon bureau. Elle harcèle cette famille depuis des années. J'avais peur qu'elle ne t'ait approché. Je ne lui avais pas dit que Nancy était une femme. Que fait le nom d'Emily Foster dans mes dossiers de naissance? Le silence qui a suivi m'a semblé différent. Ce n'était pas de la surprise. C'était du calcul. Cathy, écoute-moi attentivement. Tu es ma fille. Ta mère est Sarah. Quoi que cette femme t'ait donné, cela a été volé, altéré ou mal compris. Elle m'a donné un registre de maternité. Détruis-le. La rapidité de sa réponse a anéanti le dernier espoir fragile que ce soit une erreur. J'ai demandé pourquoi un homme innocent se soucierait du fait que je conserve un faux document. Sa voix s'est durcie. Parce que les accusations ruinent des vies même lorsqu'elles sont fausses. Tu as construit une carrière en examinant des preuves. Agis en conséquence. Ne laisse pas une inconnue instable te manipuler parce qu'elle sait faire une entrée dramatique. Qu'est-il arrivé au bébé d'Emily? Il a expiré lentement. Le bébé est décédé. L'avertissement de Nancy a résonné dans ma tête. Ne faites confiance à personne qui dit que l'enfant est mort. Comment sais-tu de quel bébé je parle, ai-je demandé. Il a mis fin à l'appel. Je me tenais seul dans le chalet, écoutant la tonalité de l'appel coupé, lorsqu'un souvenir de mon enfance a refait surface. J'avais 6 ans, caché sous le bureau de mon père pendant un orage, quand une femme a commencé à frapper à notre porte d'entrée. Elle hurlait qu'il avait volé sa fille. Mon père m'a dit qu'elle était malade. Ma mère a pleuré dans la cuisine pendant des heures par la suite. Jusqu'à ce moment, je m'en étais souvenu comme d'un cauchemar. Je suis monté au grenier avec une lampe de poche. Le chalet avait appartenu à mes grands-parents avant ma naissance, et chaque génération avait traité le grenier comme un cimetière pour des choses trop importantes pour être jetées et trop dangereuses pour être exposées. Derrière des piles de décorations de Noël, j'ai trouvé un vieux coffre en cèdre sécurisé par un cadenas en laiton. Le numéro 17 était gravé sous le loquet. La clé de l'enveloppe de Nancy s'adaptait parfaitement. À l'intérieur se trouvait une couverture de bébé jaune, un bracelet d'hôpital portant le nom de Foster, 2 actes de naissance avec des mères différentes, et un paquet de lettres attachées avec un fil bleu. La première était adressée à ma mère. Sarah, commençait-elle. Je sais que ton bébé est mort, et j'en suis désolé, mais l'enfant que Peter a emporté de cet hôpital était le mien. Une lame de parquet a grincé en dessous de moi. Je me suis figé, serrant la lettre. Puis ma mère a appelé du bas des escaliers du grenier. Cathy, a-t-elle dit, la voix tremblante. Ton père sait que tu es ici. Ma mère a monté les dernières marches lentement, comme si chacune exigeait la permission du passé. Elle portait toujours le pull crème qu'elle mettait pour les brunchs du dimanche et les déjeuners de charité, mais ses cheveux étaient détachés, son visage nu, et elle semblait plus vieille que ce matin-là. Ses yeux sont passés du coffre ouvert au bracelet dans ma main. Elle n'a pas demandé où je l'avais trouvé. Elle s'est assise sur une boîte de rangement renversée et s'est couvert la bouche. Dis-moi la vérité, ai-je dit. Pas la version sur laquelle papa et toi vous êtes mis d'accord. La tienne. Pendant des années, ma mère avait répondu au conflit en se faisant toute petite. Elle s'excusait quand les serveurs apportaient la mauvaise commande. Elle changeait de sujet quand mon père l'insultait. Lors des réunions de famille, elle riait une demi-seconde après tout le monde, comme si elle vérifiait d'abord son expression. J'avais pris cela pour de la faiblesse. Maintenant, je voyais la peur avec 33 ans de pratique. Elle m'a dit qu'elle avait commencé le travail prématurément par une nuit d'orage en octobre. Mon père travaillait à St. Matthews en tant que boursier administratif pendant que mon grand-père présidait le conseil d'administration de l'hôpital. Il y avait eu des complications. Elle se souvenait de lumières vives, d'un médecin qui criait, et de s'être réveillée avec Peter assis à côté de son lit avec un bébé vivant dans les bras. Il a dit que les médecins avaient fait une erreur, que leur fille avait survécu, et qu'elle ne devrait pas poser de questions parce que le stress pourrait déclencher une autre hémorragie. Elle l'a cru parce qu'elle en avait besoin. 3 jours plus tard, à la maison, elle a remarqué que l'encre pâle sous mon nouveau bracelet ne disait pas Callahan. Elle disait Foster. Je l'ai confrontée. Elle a chuchoté,
il m'a dit que l'hôpital avait réutilisé un bracelet pendant l'urgence. J'ai voulu y croire aussi. La première lettre est arrivée 6 mois plus tard. Emily Foster écrivait que sa fille en bonne santé avait été enlevée après l'accouchement et que Peter avait visité sa chambre avant qu'un médecin n'annonce le décès. Elle décrivait une tache de naissance en forme de croissant derrière le genou droit du bébé. Ma mère m'a regardé. J'avais passé mon enfance à être embarrassé par cette tache. Tu savais, ai-je dit. Pas au début, pas complètement, mais finalement. Elle a hoché la tête. Le mouvement était presque invisible. Quand tu avais 6 ans, Emily est venue à la maison. Elle avait des copies des notes d'une infirmière. Ton père a appelé la sécurité. Par la suite, il a dit que si je la soutenais, il dirait à un juge que j'étais instable après la mortinaissance. Il a dit qu'il te prendrait et que je ne te reverrais jamais. Son père avait des avocats. Je n'avais pas de travail, pas d'argent à moi, et aucune preuve que quiconque croirait. Je voulais ne ressentir que de la compassion. Au lieu de cela, la colère est arrivée la première. Tu as regardé une autre femme supplier pour récupérer son enfant, et tu m'as gardé. Je t'aimais. Ce n'était pas la question. Elle a tressailli. Je me détestais de lui faire du mal, mais je détestais encore plus la réponse. L'amour était devenu le mot que tout le monde utilisait pour couvrir ce qu'ils avaient fait. Ma mère a glissé sa main dans la doublure du coffre en cèdre et en a sorti un petit enregistreur à cassette enveloppé dans un torchon. Elle a dit qu'elle l'avait caché après que mon père lui a ordonné de brûler les lettres d'Emily. Elle a brûlé des pages vierges à la place et a tout conservé ici en utilisant le numéro de la chambre d'hôpital où j'avais été placé après l'échange. La cassette 17 était déjà à l'intérieur. L'enregistrement a commencé par des grésillements, puis la voix plus jeune de mon père s'est fait entendre. Il avait l'air impatient, pas effrayé. Sarah a perdu son bébé. Emily n'a pas de famille, pas de ressources et pas d'avenir. Catherine aura tout avec nous. Un autre homme a répondu, j'ai reconnu mon grand-père. Ce n'est pas une correction, Peter. C'est un crime. C'est une solution, a dit mon père. Tu voulais un héritier lié à la famille. Elle est à moi biologiquement. La seule personne qui perd quelque chose est une fille qui ne peut pas l'élever. Mon estomac s'est noué. Jusqu'à ce moment, j'avais supposé que j'étais une enfant sans lien de parenté choisie par désespoir. L'enregistrement suggérait quelque chose de pire. Peter Callahan avait engendré le bébé d'Emily, puis m'avait volé à elle pour remplacer la fille que sa femme avait perdue. La cassette a continué. Mon grand-père a averti qu'une infirmière avait vu Peter retirer le bracelet d'identification. Mon père a répondu que l'infirmière pourrait être discréditée et que l'hôpital ne survivrait pas à un scandale impliquant le fils de son président du conseil d'administration. Puis est venu un son ressemblant au grincement d'une chaise sur le sol. Corrige le dossier, a dit mon père, ou je dis à tout le monde que l'erreur de médication a tué le bébé de Sarah. La cassette s'est terminée. Ma mère pleurait silencieusement. Il avait un moyen de pression sur tout le monde, a-t-elle dit. Le médecin, l'hôpital, son père, moi. Il a construit toute sa vie en trouvant la seule chose que les gens avaient le plus peur de perdre. J'ai demandé pourquoi elle était venue au chalet maintenant. Elle m'a montré un message de mon père. Ramène Cathy à la maison. Prends tout ce que Nancy lui a donné. Si tu échoues encore, je m'en occuperai moi-même. Pour la première fois de ma vie, ma mère ne l'a pas défendu. Elle m'a tendu son téléphone et a dit, alors qu'ils viennent. Des phares ont balayé le mur du grenier. Une portière de voiture a claqué à l'extérieur. La clé de mon père est entrée dans la serrure en bas. 4e partie. Mon père n'a pas appelé en entrant. Il s'est déplacé dans le chalet avec l'assurance de quelqu'un qui croyait que chaque porte verrouillée finissait par lui appartenir. Au moment où il a atteint le grenier, ma mère s'était essuyé le visage et se tenait à côté de moi. Le changement dans sa posture était minime, mais il l'a remarqué immédiatement. Sarah, en bas, a-t-il dit. Elle n'a pas bougé. Son regard s'est posé sur le coffre ouvert, puis sur l'enregistreur à cassette. Pendant une seconde d'inattention, la rage a percé à travers son expression polie. Il a traversé la pièce et a tendu la main vers la cassette, mais je me suis interposé entre lui et le coffre. C'est copié, ai-je dit. Tout est sauvegardé. Il s'est arrêté. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je sais que le bébé de ma mère est mort.
Je sais que le bébé d'Emily Foster a survécu. Je sais que tu étais mon père biologique. Et je sais que tu m'as prise. Il a jeté un coup d'œil à ma mère comme si elle avait trahi un accord commercial privé. Tu l'as laissé écouter cela. Elle avait le droit de l'entendre, a répondu ma mère. Il a ri une fois sans humour. Les droits. C'est ce que les gens invoquent quand ils ne comprennent pas les conséquences. Il s'est tourné vers moi et a baissé la voix. Émilie avait 19 ans, instable et seule. Tu aurais grandi dans la pauvreté. Je t'ai donné un foyer, des écoles qu'elle n'aurait jamais pu se payer. Chaque opportunité que tu as utilisée pour devenir la femme qui se tient ici. Tu ne m'as pas sauvé. Tu l'as effacée. J'ai pris une décision que personne d'autre n'a eu le courage de prendre. Ces mots n'étaient pas des aveux au sens juridique, mais il suffisait à me montrer qu'il n'éprouvait aucun remords. Il ne voyait pas un enfant volé ou une mère en deuil. Il voyait un résultat qu'il avait orchestré avec succès. Quand j'ai demandé si Émilie était en vie, il a répondu que son état avait toujours rendu la vérité difficile pour elle. J'ai entendu la menace cachée dans la formulation. Si elle parlait, il la traiterait à nouveau de folle. Mon père m'a proposé un marché. Je pouvais rendre les documents, signer un accord de confidentialité et accepter le contrôle d'un fonds fiduciaire d'une valeur de 2 millions de dollars. Il a dit que la fondation me nommerait directrice financière d'ici 1 an. Il a dit que ma mère pourrait garder la maison après leur divorce si elle coopérait. Il a organisé notre avenir avec la même désinvolture qu'il avait réorganisé une maternité. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai posé sur une boîte entre nous. Répète l'offre. Ses yeux se sont plissés. Éteins cela. Cela n'enregistre pas, ai-je menti. Il s'est approché, mais ma mère s'est interposée entre nous. Ne la touche pas. Il l'a dévisagée comme si elle avait commencé à parler une autre langue. Puis il m'a regardé à nouveau. Ton grand-père a commencé tout cela. Demande-lui ce qu'il a signé. Demande-lui qui a ordonné la destruction des dossiers. Tu veux un méchant parce que cela rend ton histoire simple. Mais cette famille a survécu parce que nous avons tous fait des choix. Tu as fait le premier, et tu en as bénéficié chaque jour de ta vie. Il est parti sans prendre le coffre. Dans l'allée, il s'est arrêté assez longtemps pour appeler quelqu'un et dire « Déplacez les dossiers restants ce soir ». Je n'ai pas pu entendre la réponse, mais j'ai saisi les mots boîte 17 et archives légales avant que sa voiture ne s'éloigne. Ma mère et moi avons conduit directement au centre de résidence assistée où vivait mon grand-père. J'ai appelé Nancy en chemin. Quand je lui ai parlé des archives, elle est restée silencieuse, puis a dit que St. Matthews avait autrefois stocké des dossiers confidentiels de gestion des risques dans un entrepôt extérieur. La boîte 17 contenait l'enquête interne de la nuit de ma naissance. Elle l'avait vue avant d'être renvoyée. Si mon père la déplaçait, il avait l'intention de détruire les dernières preuves originales. Mon grand-père avait l'air fragile quand nous sommes entrés dans sa chambre, mais son esprit était assez vif pour reconnaître le bracelet avant que je ne parle. Il a demandé à ma mère de fermer la porte. Puis il a admis qu'il avait signé une fausse résolution du conseil d'administration autorisant des corrections d'urgence sur le registre des naissances. Peter avait menacé de révéler une erreur de médication qui avait contribué au fait que Sarah avait perdu son bébé, un scandale qui aurait pu fermer l'hôpital et envoyer un médecin en prison. Mon grand-père s'était dit qu'il protégeait des centaines d'employés et de patients. Plus tard, quand il a compris que Peter avait organisé l'échange avant même que Sarah ne se réveille, il est quand même resté silencieux. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que le premier mensonge a rendu le second plus facile, a-t-il dit. Il a ouvert un tiroir et m'a remis un reçu de stockage, une carte d'accès et une déclaration notariée qu'il avait écrite des années plus tôt, mais n'avait jamais envoyée. Le reçu montrait que la boîte 17 avait été transférée dans une installation privée de documents appartenant à l'une des sociétés écrans de mon père. Mon grand-père m'a également donné un registre retraçant des années d'argent de la fondation versées à des enquêteurs privés, des avocats et une clinique psychiatrique qui avait autrefois enfermé Emily après qu'elle a accusé Peter publiquement. Ma mère a lu le nom de la clinique et a pâli. Il m'a dit qu'elle s'était portée volontaire pour le traitement. Ce n'est pas le cas. Mon grand-père a dit que Peter avait fait déclarer par 2 médecins qu'elle représentait un danger après qu'elle a essayé de déposer un rapport de disparition d'enfant. J'ai demandé où était Emily maintenant. Mon grand-père a regardé vers le numéro de Nancy sur mon téléphone. Si Nancy t'a finalement approché, alors Emily est en vie. Mais Peter la trouvera au moment où il réalisera qu'elle est prête à témoigner.
Mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Nancy. Il contenait une adresse et 6 mots. Venez seul. N'amenez pas votre père. Puis un deuxième message est apparu. Quelqu'un me suit. L'adresse menait à un motel en bord de route à 40 minutes de la ville. Je n'y suis pas allé seul. J'ai amené ma mère, mais je lui ai demandé d'attendre dans la voiture pendant que je vérifiais la chambre. Nancy a ouvert la porte avant que je ne frappe. Sa lèvre inférieure était fendue et une manche de son manteau était déchirée. Elle a dit qu'une berline sombre l'avait suivie depuis l'aéroport, l'avait coincée à une station-service et avait fouillé sa voiture de location pendant qu'un homme la maintenait contre le mur. Ils n'ont rien trouvé car les preuves étaient déjà avec moi. Elle avait appelé la police, mais les hommes étaient partis avant que quiconque n'arrive. À l'intérieur de la chambre, une deuxième femme était assise près de la fenêtre, les deux mains enroulées autour d'un gobelet en papier. Elle était mince, avait les cheveux argentés et était si immobile que j'ai d'abord cru qu'elle dormait. Puis elle a levé les yeux. J'ai vu mes propres yeux. Nancy a fermé la porte et a finalement expliqué le lien qu'elle avait dissimulé dans l'avion. Elle avait été une jeune infirmière de maternité à St. Matthews et la meilleure amie d'Emily Foster. Emily n'avait plus de parents à ce moment-là, pas de mari, et personne dans la salle d'accouchement prêt à défier une puissante famille de l'hôpital. Nancy avait photographié le bébé parce qu'Emily le lui avait demandé. Après l'échange, Nancy a copié le registre et a caché le bracelet, mais mon père l'a accusé d'avoir volé des médicaments et a fait suspendre sa licence. Au moment où elle a blanchi son nom, Emily avait été envoyée dans un établissement privé en vertu d'une ordonnance d'urgence signée par des médecins liés à la fondation. La femme près de la fenêtre s'est levée. « Je m'appelle Emily », a-t-elle dit. J'ai imaginé ce moment tant de fois qu'aucun des mots ne semble réel. J'avais passé les 2 jours précédents à exiger la vérité de tous ceux qui m'entouraient. Face à elle, je n'en avais aucune à offrir. Je voulais la serrer dans mes bras et m'enfuir loin d'elle en même temps. Elle était ma mère, mais Sarah était aussi ma mère. L'une m'avait donné naissance et avait été volée. L'autre m'avait élevé tout en vivant à l'intérieur de ce vol. Je me demandais si aimer l'une deviendrait une autre trahison envers l'autre. Emily ne m'a pas demandé de l'appeler maman. Elle ne m'a pas touché sans permission. Elle a ouvert un vieux sac en toile et a placé 3 cassettes, une étiquette de blouse d'hôpital et une pile de journaux intimes sur le lit. Les journaux commençaient pendant sa grossesse. À travers eux, j'ai appris que mon père l'avait rencontrée lorsqu'elle travaillait au bureau de facturation de l'hôpital. Il lui avait dit que son mariage prenait fin. Quand elle est tombée enceinte, il a promis de la soutenir, puis a insisté pour qu'elle quitte la ville. Elle a refusé. Sarah est tombée enceinte des mois plus tard et le problème de Peter a changé. Il n'avait plus besoin qu'Emily disparaisse. Il avait besoin de son enfant. Emily se souvenait de s'être réveillée après l'accouchement et de m'avoir entendu pleurer. Mon père est entré dans sa chambre portant un masque chirurgical et lui a dit que le bébé avait de graves complications. Un médecin a injecté quelque chose dans sa perfusion. Quand elle s'est réveillée à nouveau, on lui a dit que j'étais morte et que j'avais déjà été transférée pour l'enterrement. Il n'y avait pas de corps, pas d'acte de décès, et pas de tombe. Chaque tentative d'obtenir des dossiers menait à Peter. L'entrée la plus difficile était datée de 6 ans plus tard. Emily décrivait comment elle se tenait à l'extérieur de notre maison pendant que je regardais derrière un rideau. Elle a vu la tache de naissance derrière mon genou quand je suis monté sur la rampe du porche. Elle a su instantanément. Mon père a demandé à la sécurité de la renvoyer, puis a utilisé la scène comme preuve qu'elle était instable. À la clinique, elle a été isolée, médicamentée et on lui a répété que le chagrin m'avait inventé. Elle a appris à nier la vérité pour qu'il la relâche. « Pourquoi n'êtes-vous pas revenu ?» ai-je demandé, puis j'ai regretté la cruauté de la question. « Je l'ai fait », a-t-elle dit. Pendant des années, discrètement. Chaque avocat disait que les dossiers prouvaient que j'avais tort. Chaque journaliste appelait ton père pour avoir un commentaire et soudainement, ils arrêtaient de retourner mes appels. Puis il m'a envoyé des photographies de toi à l'école avec une note disant que des accidents arrivent aux enfants dont les mères ne peuvent pas lâcher prise. Nancy a placé la note originale à côté des journaux. L'écriture correspondait à la photographie de l'avion. Emily n'était pas restée à l'écart parce qu'elle m'avait oublié. Elle était restée à l'écart parce que mon père a rendu le fait de m'aimer dangereux. Nous avons utilisé un kit ADN de pharmacie que Nancy avait acheté des semaines plus tôt, mais j'ai également organisé un test supervisé légalement par l'intermédiaire d'un laboratoire indépendant.
Le résultat préliminaire est arrivé le soir suivant, une probabilité de 99,99% qu'Emily soit ma mère biologique. Un échantillon séparé provenant d'un ancien dossier médical a confirmé que Peter était mon père biologique. Il n'y avait eu aucune confusion aléatoire à l'hôpital. Mon père avait pris son propre enfant à la femme qu'il voulait effacer et m'avait placé dans les bras de l'épouse dont le chagrin la rendait vulnérable. Cette nuit-là, j'ai lu les journaux d'Emily jusqu'au lever du soleil. J'ai arrêté de penser à la vengeance comme à de la colère. La colère brûle rapidement et détruit souvent la personne qui la porte. Ce que je voulais, c'était de la structure. Je voulais que chaque mensonge soit documenté, que chaque complice soit nommé, que chaque dollar soit retracé, et que chaque institution qui l'avait protégé soit obligée de choisir entre sa réputation et la vérité. J'ai appelé l'enquêteur de l'État qui avait autrefois travaillé avec moi sur une affaire de fraude financière. Je lui ai dit que j'avais des preuves de falsification de dossiers de naissance, de coercition, d'intimidation de témoins, de détournement de fonds caritatifs et d'une récente tentative de destruction de dossiers. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a posé une question. Pouvez-vous faire croire à Peter que vous êtes prête à négocier? J'ai regardé Emily, le visage contusionné de Nancy, et ma mère qui attendait à l'extérieur. Oui, ai-je dit. Il a toujours cru que tout le monde avait un prix. 6e partie. Le nom de l'enquêteur était Daniel Ruiz. Il n'a pas promis qu'un crime vieux de 33 ans produirait une simple arrestation, et je lui ai fait davantage confiance pour l'avoir dit. Il a fait appel à un procureur, à un expert en documents médico-légaux et à une équipe spécialisée dans les crimes financiers. Ils ont copié les cassettes, authentifié les signatures et obtenu une ordonnance d'urgence empêchant la destruction des archives de l'entrepôt. Au moment où les employés de mon père sont arrivés pour enlever la boîte 17, des officiers les attendaient. À l'intérieur de la boîte se trouvait le registre d'accouchement original, un acte de décès non signé pour le bébé d'Emily, des notes de service interne sur le changement des bracelets d'identification. Et un rapport de risque décrivant l'enlèvement non autorisé d'un nourrisson vivant par un employé administratif. L'approbation manuscrite de mon grand-père apparaissait sur la dernière page. Les initiales de Peter apparaissaient à côté de l'instruction de sceller le tout de manière permanente. Les enquêteurs voulaient des preuves le reliant aux menaces récentes et à l'argent de bienfaisance utilisé pour les financer. Pour cela, il fallait qu'ils parlent. J'ai appelé mon père et j'ai dit que les documents m'avaient effrayé, qu'Emily semblait instable, et que je ne voulais pas que ma carrière soit détruite par un scandale public. Je détestais la facilité avec laquelle les phrases venaient. Elles résonnaient comme des choses qu'il m'avait entraîné à croire. Il m'a invité à son bureau à la Fondation Callahan. L'équipe de Daniel m'a équipé d'un appareil d'enregistrement sous mon chemisier et a attendu à proximité. Mon père a servi 2 verres de bourbon, même s'il savait que je ne buvais pas. Sur son bureau se trouvait un accord de confidentialité, une lettre de démission pour ma mère et des documents fiduciaires me transférant 2 millions de dollars après que j'aurais remis tous les originaux. Je savais que tu deviendrais raisonnable, a-t-il dit. J'ai demandé ce qui arriverait à Emily et Nancy si je signais. Elles seront gérées. Le mot m'a glacé le sang. J'ai demandé si les hommes qui avaient suivi Nancy faisaient partie de cette gestion. Il a souri et a dit que j'étais plus en sécurité en ne connaissant pas les détails. Puis il a expliqué que la fondation payait des enquêteurs depuis des années parce que les personnes instables ont besoin de limites. Quand je l'ai interrogé sur la clinique, il a admis qu'il avait organisé l'internement d'Emily par l'intermédiaire de médecins qui devaient des faveurs à mon grand-père. Il a décrit cela comme le seul moyen de l'empêcher de perturber un enfant qui avait déjà une vraie mère. Et le bébé de Sarah, ai-je demandé. Son expression a à peine changé. Disparu avant le lever du soleil. Tragique, mais utile. Cela a créé une place vacante. Pendant une seconde, j'ai oublié le micro et j'ai failli le frapper. Au lieu de cela, j'ai demandé pourquoi il avait écrit « Catherine est à sa place avec nous sur la photographie ». Parce que c'était le cas, a-t-il répondu. J'étais ton père. Le sang m'a donné plus de droits qu'une fille effrayée sans argent. Cette phrase a mis fin à tout conflit restant en moi. Je n'avais pas besoin de décider s'il m'avait un jour aimé. L'amour sans consentement, sans vérité ou sans responsabilité n'était qu'une possession portant un nom plus doux. Je n'ai rien signé. Je lui ai dit que je lui donnerais ma réponse au gala d'anniversaire de la Fondation la nuit suivante, où il prévoyait de recevoir un prix humanitaire pour l'ensemble de son œuvre. Il a aimé le symbolisme. Il croyait que je voulais le rejoindre sur scène et protéger le nom de la famille.
Le gala a rempli la salle de bal de cadres d'hôpitaux, de donateurs, de journalistes et de personnes qui avaient passé des années à louer l'intégrité de mon père. Ma mère est arrivée séparément. Nancy s'est assise vers le fond à côté de Daniel. Émilie regardait depuis une salle privée à l'étage parce qu'elle n'était pas prête à affronter la foule. Mon grand-père avait enregistré une déclaration acceptant son rôle et désignant Peter comme l'architecte de l'échange. Quand mon père m'a appelé sur scène, il m'a présenté comme l'avenir de l'héritage Callahan. Je me suis avancé vers le microphone en tenant le discours préparé que son assistant avait écrit. Puis les écrans derrière nous ont changé. Le logo de la fondation a disparu. Le registre de maternité est apparu à sa place. Un murmure a parcouru la salle. J'ai dit, il y a 33 ans, Peter Callahan a enlevé un nouveau-né vivant à sa mère, a falsifié les dossiers de l'hôpital et a construit sa vie publique sur le silence qu'il a acheté par la suite. J'étais ce nouveau-né. Mon père a tendu la main vers le microphone. J'ai reculé. L'audio de son bureau a commencé à jouer dans les haut-parleurs de la salle de bal. Disparu avant le lever du soleil, tragique, mais utile. Cela a créé une place vacante. Des visages se sont tournés vers lui. Les membres du conseil d'administration ont quitté leur table. Les journalistes ont levé leur téléphone. Ma mère a marché sur la scène et s'est tenue à côté de moi. Puis les aveux enregistrés de mon grand-père ont été diffusés, suivis de la photographie du bracelet prise par Nancy et du résultat ADN d'Émilie. Mon père ne s'est pas excusé. Il s'est penché vers moi et a sifflé. « Tu as détruit ta propre famille. »« Non, » ai-je dit, « je t'ai empêché de nous utiliser comme preuve de ta bonté. » Deux enquêteurs se sont approchés de la scène. Daniel a demandé à Peter de venir avec eux concernant l'intimidation de témoins, l'entrave, la fraude financière et la tentative de destruction de preuves. Mon père a regardé vers les sorties, mais chaque chemin était bloqué par des personnes qu'il ne pouvait plus contrôler. Alors qu'il l'emmenait, le public est resté silencieux. Puis, depuis le balcon privé au-dessus de nous, Émilie a commencé à applaudir. L'arrestation au gala n'était que le début. L'avocat de mon père a passé des mois à qualifier l'enregistrement de trompeur, les documents d'incomplet et Émilie de peu fiable. Mais l'affaire ne dépendait plus de la mémoire d'une seule femme. La boîte 17 contenait des dossiers originaux. Les comptes de la fondation montraient des paiements aux hommes qui avaient suivi Nancy et à un entrepreneur embauché pour détruire les dossiers archivés. La clinique avait conservé des notes de facturation prouvant que Peter avait personnellement garanti l'internement d'Émilie. Le plus dommageable de tout, l'enregistrement de son bureau reliait ses actions passées à sa tentative présente de nous réduire au silence. Mon grand-père a plaidé coupable de falsification de dossiers et d'entrave. En raison de son âge et de sa coopération, il a été assigné à résidence, a perdu ses titres restants au conseil d'administration et a fait don de la majeure partie de sa succession à un fonds juridique pour les familles lésées par des pratiques d'adoption frauduleuses. Cela n'a pas effacé ce qu'il avait fait. La responsabilité n'était pas le pardon, et l'âge n'a pas transformé la lâcheté en innocence. Pourtant, il a dit la vérité quand cela a fini par lui coûter quelque chose. Mon père a refusé chaque accord de plaidoyer jusqu'à ce que le conseil d'administration de la fondation retire son nom du bâtiment et vote pour le licencier. Les donateurs se sont retirés. L'État a gelé les actifs liés au stratagème d'intimidation, et ma mère a demandé le divorce. Soudainement, l'homme qui avait contrôlé tout le monde par l'argent, la réputation et la peur ne possédait plus rien de tout cela. Au procès, Nancy a témoigné au sujet de l'échange. Sarah a témoigné au sujet des menaces. Émilie s'est avancée vers la barre des témoins en portant la photographie de l'avion. J'ai témoigné la dernière. Peter m'a regardé comme si j'étais un investissement qui s'était retourné contre lui. Son avocat m'a demandé si j'avais apprécié l'éducation, le foyer et les opportunités que la famille Callahan m'avait données. J'ai dit oui. Puis j'ai expliqué que le confort ne légalise pas un enlèvement et que la gratitude ne peut être exigée comme paiement pour le silence. Le jury l'a déclaré coupable des chefs d'accusation liés à la falsification de dossiers, au complot, à la fraude financière, à la séquestration illégale, à l'intimidation de témoins et à l'entrave. Le juge l'a condamné à 18 ans de prison. Il aurait plus de 80 ans avant de devenir admissible à une libération. Au tribunal, il a finalement eu l'air effrayé, non pas parce qu'il comprenait la douleur d'Émilie, mais parce qu'il comprenait que personne ne viendrait corriger le dossier pour lui. St. Matthews a présenté des excuses publiques et a financé un examen indépendant des cas historiques de maternité.
Le dossier professionnel de Nancy a été formellement corrigé. Un règlement civil a donné à Émilie une sécurité financière, mais la première chose qu'elle a achetée n'était ni une maison ni une voiture. Elle a acheté une petite pierre tombale pour la fille que Sarah avait perdue, dont la mort avait été cachée sous mon identité volée. La pierre ne portait aucun nom de famille, seulement une date et les mots « Tu as existé. Tu as compté. Tu n'étais pas une place vacante ». Sarah et Émilie ne sont pas devenues amies du jour au lendemain. La guérison a été plus lente et moins cinématographique que la vengeance. Certains jours, Émilie pouvait s'asseoir avec nous pour prendre un café. D'autres jours, elle avait besoin de distance. Sarah s'est excusée sans demander à être absoute. Émilie a écouté sans promettre de pardon. J'ai arrêté d'essayer de forcer l'une ou l'autre des femmes dans un rôle qui rendait ma vie plus facile. Quant à moi, j'ai gardé le nom de Cathy Callahan. C'était le nom que Sarah chuchotait quand j'étais malade, le nom sur mes diplômes, et le nom qu'Émilie avait écrit dans ses journaux après avoir appris comment Peter m'appelait. Le garder ne l'honorait pas. Cela reprenait possession de quelque chose qu'il pensait posséder. 1 an après le vol, nous sommes retournés toutes les 3 au vieux chalet. Nous avons ouvert le coffre en cèdre et y avons placé des copies de chaque dossier, avec la photographie de Nancy et le jugement du tribunal. Nous ne les avons pas enterrés. Nous avons fait don des originaux aux archives de l'État où aucune famille puissante ne pourrait les faire disparaître à nouveau. Mon père croyait qu'un secret devenait inoffensif si suffisamment de personnes avaient peur de parler. Il avait tort. Les secrets ne restent pas enterrés parce qu'ils sont vieux. Ils restent enterrés parce que quelqu'un profite encore du silence. Pendant 33 ans, il a appelé ce qu'il a fait de la protection. À la fin, la vérité a rendu ce mot aux personnes qui le méritaient. Merci d'avoir regardé et soutenu notre chaîne. L'histoire est fictive et faite uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Nous espérons qu'elle vous rappelle que lorsque quelqu'un choisit de vous trahir, il peut endommager la relation, mais il n'a pas le droit d'endommager l'avenir. Vous pouvez toujours créer avec courage, dignité et respect de vous-même.